La salle de réunion d'Horizon Mondial, au 12e étage de l'immeuble de bureaux de l'avenue des Champs-Élysées, était plongée dans un silence pesant ce mardi matin. La climatisation bourdonnait doucement, mais ne parvenait pas à dissiper la tension qui flottait entre les cadres, en costume gris et cravate discrète. Anne-Béatrice Dubois ajustait son chariot de nettoyage dans le couloir adjacent, ses baskets usées, faisant peu de bruit sur le marbre poli. Elle n'aurait pas dû être là à cette heure, mais le responsable des installations lui avait demandé d'avancer le nettoyage de cet étage, car une réunion importante allait avoir lieu. Importante. Le mot résonnait dans l'esprit d'Anne, tandis qu'elle organisait ses produits de nettoyage. À 27 ans, elle connaissait bien la signification de ce mot entre ses murs miroirs. Important signifiait que des hommes et des femmes en costume chair décideraient du destin de personnes comme elle, qui entrèrent par la porte de service et repartaient sans que personne ne remarque leur présence. Anne tira la serpillière du seau et commença à passer dans le couloir, se tenant suffisamment près pour entendre, mais suffisamment loin pour ne pas déranger. La voix grave de M. Leclerc, le PDG de l'entreprise, coupa le silence comme une lame. C'était un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris parfaitement peignés et à la posture qui exhalait des décennies de commandement. Ce matin-là, cependant, il y avait quelque chose de différent dans son ton. Quelque chose qui fit qu'Anne arrêta un instant de frotter le sol. Horizon Mondial est au bord de l'effondrement financier. Les mots sortirent lourdement, chaque syllabe chargée d'une gravité qui fit remuer les cadres autour de la longue table dans leurs chaises en cuir. Anne sentit son cœur s'accélérer. Elle connaissait cette entreprise de fond en comble. Cela faisait 3 ans qu'elle nettoyait ses bureaux. 3 ans qu'elle se levait à 4 heures du matin pour prendre 2 bus jusqu'aux Champs-Élysées. 3 ans qu'elle rentrait chez elle le soir, trop fatiguée pour faire autre chose que vérifier si sa mère, Madame Lucie, avait pris ses médicaments. « Nous devrons procéder à des coupes drastiques », continua M. Leclerc. Sa voix tremblait imperceptiblement, quelque chose que seule une personne habituée à saisir les nuances aurait pu percevoir. 70% des effectifs seront licenciés dans les prochaines semaines. C'est la seule façon de maintenir l'entreprise en activité et d'éviter une faillite totale. Le silence qui suivit fut assourdissant. Anne serra le manche de la serpillière si fort que ses doigts devinrent blancs. 70%. Elle fit rapidement les calculs dans sa tête. Horizon Mondial employait environ 1200 personnes. Cela signifiait que 840 familles perdraient leur source de revenus. 840 histoires comme la sienne, des personnes qui dépendèrent de cet emploi pour payer leur loyer, acheter de la nourriture, subvenir aux besoins de leurs enfants, prendre soin de parents malades. Autour de la table, les directeurs commencèrent à parler en même temps. Les voix se chevauchaient dans des tentatives de comprendre, de questionner, de proposer des alternatives. Anne en reconnut quelques-unes. Il y avait Hélène Martin, la directrice financière, une femme d'une 40aine d'années, qui saluait toujours Anne avec un sourire sincère lorsqu'elle se croisait dans les couloirs. Il y avait Marc Dubois, le directeur des opérations, un homme sérieux mais juste, qui avait un jour aidé Anne à porter un seau lourd lorsqu'elle s'était blessée au poignet. Et il y avait Robert Fournier, le directeur administratif. Robert était différent des autres. Il était arrivé dans l'entreprise il y a moins d'1 an, mais occupait déjà une position de pouvoir considérable. C'était un homme d'une 40aine d'années, toujours impeccablement vêtu, avec une montre qui coûtait probablement plus qu'Anne ne gagnait en 2 ans. Il avait l'habitude de passer devant elle comme si elle faisait partie du mobilier, sans même un signe de reconnaissance. À ce moment, sa voix se détacha des autres, ferme et contrôlée. « Monsieur Leclerc, avec tout le respect que je vous dois, » dit Robert, appuyant ses coudes sur la table, « ces licenciements sont inévitables. Nous avons analysé les chiffres en profondeur. L'entreprise saigne des ressources depuis des mois. Si nous n'agissons pas maintenant, nous perdrons tout. » Anne continua de nettoyer, se déplaçant lentement dans le couloir. Son esprit travaillait rapidement, traitant chaque mot qu'elle entendait. Elle n'avait jamais dépassé la 3e année d'études en gestion à l'université, ayant dû interrompre sa scolarité lorsque sa mère avait subi un accident vasculaire cérébral 2 ans auparavant. Les coûts de physiothérapie, de médicaments, de consultations médicales et d'une aide à domicile pendant la journée consommaient presque tout son salaire. Mais ces 3 années d'études n'avaient pas été vaines.
Anne comprenait le flux de trésorerie, les bilans, les états financiers. Et quelque chose ne tenait pas debout. Elle avait nettoyé cette salle de réunion des centaines de fois. Elle avait vu des documents laissés sur les tables, des rapports oubliés, des feuilles de calcul ouvertes sur des ordinateurs que les cadres ne prenaient pas la peine d'éteindre lorsqu'ils partaient déjeuner. Ce n'était pas de l'espionnage, c'était simplement être là, invisible, tandis que la vie de l'entreprise se déroulait autour d'elle. Et ces derniers mois, Anne avait remarqué des choses, des chiffres qui ne correspondaient pas, des paiements récurrents à des entreprises dont elle n'avait jamais entendu parler, des montants qui semblaient disproportionnés. La réunion se poursuivait. Monsieur Leclerc expliquait les délais, les indemnités réduites, les plans de licenciement. Les voix des directeurs se mêlaient en protestation et en résignation. Anne arrêta de nettoyer. Son cœur battait fort dans sa poitrine. Elle savait qu'elle ne devrait pas faire ça. Elle savait que ce n'était pas sa place. Elle savait que des personnes comme elle n'interrompaient pas les réunions de cadres. Mais elle savait aussi que si elle restait silencieuse, 840 familles souffriraient pour quelque chose qui pourrait peut-être être évité. Avant de pouvoir mieux réfléchir, avant que la peur ne la paralyse, Anne fit 3 pas en avant et frappa doucement à la porte vitrée de la salle de réunion. Le son résonna dans le couloir silencieux. Toutes les têtes se tournèrent vers elle. Monsieur Leclerc fronça les sourcils. Hélène Martin sembla surprise. Robert Fournier plissa les yeux avec une expression d'irritation mal dissimulée. « Excusez-moi, » dit Anne, et sa voix sortit plus ferme qu'elle ne s'y attendait. « J'ai quelque chose à dire. » Monsieur Leclerc la regarda comme s'il voyait une apparition. « Mademoiselle, c'est une réunion privée. Veuillez retourner à votre travail. »« Je sais, monsieur. » Anne fit un pas de plus à l'intérieur de la pièce, sentant tous les regards sur elle. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle les garda fermes le long de son corps. « Je sais que ce n'est pas ma place de parler, mais j'ai entendu ce que vous avez dit sur les licenciements, et je pense que l'entreprise n'a pas besoin de licencier qui que ce soit. » Le silence qui suivit fut différent du précédent. C'était un silence de choc, d'incrédulité. Robert fut le premier à réagir, lâchant un rire court et dépourvu d'humour. « Vous pensez ?» répéta-t-il avec un sourire dédaigneux aux lèvres. « Et qui êtes-vous exactement ? Une spécialiste en finance d'entreprise qui travaille comme femme de ménage à temps partiel. » Certains des cadres rirent nerveusement. Anne sentit la chaleur monter à son cou, mais ne détourna pas le regard. « J'ai interrompu ma 3e année d'études en gestion il y a 2 ans, dit-elle calmement. Et je travaille ici depuis 3 ans. Je nettoie cette salle tous les jours. Je vois les documents, les rapports, les chiffres. Et j'ai remarqué des choses. » Robert se leva de sa chaise, sa posture agressive. « Remarquer des choses ?» se moqua-t-il. « Vous admettez que vous fouinez dans des documents confidentiels de l'entreprise? C'est un motif de licenciement immédiat. » Monsieur Leclerc leva la main, faisant taire Robert. Il y avait quelque chose dans le regard du PDG, un mélange de curiosité et de lassitude. « Quelle chose avez-vous remarqué ?» demanda-t-il, sa voix neutre. Anne prit une profonde inspiration. C'était le moment. Soit elle reculait et retournait à son invisibilité sûre, soit elle faisait le pas qui changerait tout. Elle pensa à sa mère, allongée dans son lit à la maison, luttant encore pour retrouver les mouvements du côté droit de son corps. Elle pensa à ses collègues, aux réceptionnistes, aux agents de sécurité, à toutes les personnes qui seraient écartées. Elle pensa à ce qui était juste. « L'argent n'a pas disparu à cause d'une mauvaise gestion du marché, » dit Anne, croisant les yeux de Monsieur Leclerc. « Il s'échappe par un trou que vous ne voyez pas. Ces 6 derniers mois, j'ai vu d'énormes paiements à une entreprise appelée Nexus Solutions, des millions d'euros, mais je n'ai jamais vu personne de cette entreprise ici. Je n'ai jamais vu de rapport de travail livré. Je n'ai jamais rien vu qui justifie ces montants. » La température dans la pièce sembla chuter de plusieurs degrés. Robert se rassit lentement, son visage perdant un peu de sa couleur. Hélène Martin se pencha en avant, ses yeux vifs fixés sur Anne. Monsieur Leclerc croisa les doigts sur la table, étudiant la femme en face de lui, comme s'il la voyait pour la première fois. « Ce sont des accusations très sérieuses, » dit le PDG lentement, « et franchement absurdes venant de quelqu'un sans accès au système financier de l'entreprise. » Anne garda sa posture droite. « Je n'ai pas accès au système, monsieur, mais j'ai des yeux. Et je sais faire des additions. L'entreprise allait bien jusqu'à il y a 6 mois.
C'est exactement à ce moment que ces paiements ont commencé. Ce n'est pas une coïncidence. Robert frappa la table avec suffisamment de force pour faire sursauter certains cadres. « C'est ridicule !» s'exclama-t-il, sa voix montant d'une octave. « Cette femme invente des histoires pour attirer l'attention. Elle essaie probablement d'éviter d'être incluse dans les licenciements. Monsieur Leclerc, je suggère que nous la renvoyions immédiatement pour insubordination. » Le PDG leva la main à nouveau, cette fois avec plus de fermeté. Un silence tendu s'installa. Anne pouvait entendre son propre cœur battre, le bourdonnement de la climatisation, le tic-tac lointain d'une horloge murale. Monsieur Leclerc l'observa un long moment, ses yeux fatigués étudiant chaque détail de son visage. Finalement, il parla. « Vous avez beaucoup de courage pour interrompre cette réunion, ou beaucoup de folie, je ne sais pas encore lequel des deux. » Il marqua une pause, tambourinant des doigts sur la table. « Mais je suis curieux, je vais vous faire une proposition. » Monsieur Leclerc se pencha en arrière dans sa chaise, les doigts croisés sur la poitrine. Autour de la table, les cadres restaient silencieux, en attente. Robert Fournier avait la mâchoire serrée, ses yeux fixés sur Anne avec une intensité qui frôlait l'hostilité. Hélène Martin, en revanche, observait la scène avec une expression de fascination prudente. « Vous aurez 30 jours, » dit le PDG, et le poids de chaque mot résonna dans la pièce. 30 jours pour prouver que votre théorie est fondée. Si vous parvenez à trouver ce fameux « trou par où l'argent s'échappe » et à me présenter des preuves concrètes, vous recevrez une prime d'1 million d'euros. L'annonce provoqua des murmures étouffés parmi les cadres. 1 million d'euros. Mais, continua M. Leclerc, levant un doigt en avertissement, si vous échouez, vous serez licencié pour insubordination. Sans préavis, sans indemnité, sans référence. Acceptez-vous ces conditions ? Anne sentit le sol se dérober sous ses pieds un instant. 1 million d'euros, c'était plus d'argent qu'elle ne pourrait en gagner de toute une vie. C'était suffisant pour payer tous les traitements de sa mère, pour retourner à l'université, pour avoir une vie digne. Mais le risque était également effrayant. Si elle échouait, elle perdrait le seul emploi qu'elle avait, le seul moyen de subvenir aux besoins de Madame Lucie. Ce serait la fin de tout. Elle regarda Robert, qui affichait maintenant un sourire fin aux lèvres. Il était confiant qu'elle échouerait. Plus que cela, il semblait impatient de la voir tomber. Il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose qu'Anne ne pouvait pas entièrement nommer, mais qui faisait hurler son instinct d'alerte. « J'accepte, » dit Anne, et sa voix ne trembla pas. « Mais à une condition. J'ai besoin d'avoir accès aux dossiers financiers de l'entreprise, aux factures, aux contrats, aux rapports. Comment puis-je prouver quoi que ce soit sans pouvoir enquêter ?» Robert se leva d'un bond, faisant presque tomber sa chaise. « Absolument pas !» s'exclama-t-il. « Ce sont des informations confidentielles. Nous ne pouvons pas simplement donner des données sensibles de l'entreprise à une femme de ménage. C'est une violation de tous les protocoles de sécurité. » Monsieur Leclerc leva la main une fois de plus, faisant taire le directeur administratif. Il étudia Anne pendant quelques secondes de plus avant de hocher la tête. « Vous aurez un accès supervisé, » décida-t-il. « La directrice financière Hélène vous accompagnera et déterminera ce que vous pouvez ou non voir. Si Hélène juge que vous perdez votre temps ou que vous tentez d'accéder à des informations qui ne sont pas pertinentes pour votre enquête, l'accord prend fin immédiatement. Est-ce acceptable ?» Anne regarda Hélène, qui lui rendit son regard avec une expression sérieuse, mais non hostile. « C'est acceptable, oui, monsieur. »« Très bien. » Le PDG frappa la paume de sa main sur la table avec un bruit sec. « C'est donc décidé. Vous avez jusqu'au 15 du mois prochain. Cette réunion est levée. » Les cadres commencèrent à se lever, ramassant leurs tablettes et leurs dossiers. Robert passa devant Anne sans la regarder, mais Anne put sentir la colère émanant de lui comme la chaleur d'un four. Hélène s'approcha d'elle à pas mesurés, attendant que la pièce se vide. « Savez-vous dans quoi vous venez de vous lancer ?» demanda Hélène à voix basse, ses yeux bruns fixés sur Anne. « Ce n'est pas un jeu. Si vous avez vraiment trouvé quelque chose, il y a des gens ici qui n'aimeront pas du tout être exposés. »« Je sais, » répondit Anne déglutissant, « mais je ne peux pas laisser 800 personnes perdre leur emploi alors qu'il y a peut-être un moyen d'éviter cela. » Hélène l'étudia un long moment, puis hocha lentement la tête. « Venez à mon bureau demain à 7 heures du matin. Nous commencerons par les rapports de base et verrons où cela nous mène. Et Anne, ajouta-t-elle, baissant encore plus la voix,
Faites attention à Robert. Ce n'est pas le genre de personne qui prend les défis à la légère. Cette nuit-là, Anne eut à peine le temps de dormir. Allongée sur le canapé étroit du salon de son appartement de 2 pièces à Bobigny, elle revivait chaque seconde de cette journée. Qu'avait-elle fait? Elle avait tout risqué pour une intuition, pour des chiffres qu'elle avait vus furtivement, pour un soupçon qui ne mènerait peut-être nulle part. Et si elle s'était trompée? Et si Nexus Solutions était une entreprise légitime et qu'elle avait simplement mal interprété les documents? De la chambre d'à côté, elle entendit sa mère bouger dans son lit. Anne se leva silencieusement et alla vérifier. Madame Lucie dormait la bouche légèrement ouverte, sa respiration régulière mais laborieuse. Le côté droit de son visage était encore un peu tombant, séquelle de l'AVC qui l'avait presque emporté. Anne ajusta la couverture sur elle et lui embrassa le front. « Je vais arranger ça, maman, » murmura-t-elle. « D'une manière ou d'une autre, je vais arranger ça. » Le lendemain matin, Anne arriva au bureau d'Hélène exactement à 7 heures. La directrice financière était déjà là. 2 tasses de café sur la table et une pile de dossiers à côté de l'ordinateur. « Entrez, » dit Hélène, lui indiquant une chaise. « Commençons par le début. Montrez-moi exactement ce que vous avez vu. » Anne s'assit, ses mains légèrement moites. Elle décrivit les documents qu'elle avait vus pendant ses nettoyages, les dates approximatives, les montants qu'elle avait réussi à mémoriser. Hélène écoutait attentivement, prenant des notes sur un bloc. « Nexus Solutions », murmura Hélène, tapant sur l'ordinateur. « Voyons ce que nous avons ici. » Ses doigts volèrent sur le clavier, ouvrant des écrans, fouillant des fichiers. Après quelques minutes, elle tourna l'écran vers Anne. « Voilà, contrat de conseil en optimisation de processus. 6 contrats ces 6 derniers mois, chacun d'une valeur d'1 demi-million d'euros. » Anne se pencha en avant, étudiant les documents à l'écran. « Mais où sont les rapports? Où est le travail qu'ils sont censés avoir livré ?» Hélène cliqua sur d'autres onglets, son front plissé de concentration. « Cela devrait être dans les fichiers joints, mais il n'y a rien. Juste les contrats signés et les factures de paiement. » Elle se pencha en arrière dans sa chaise, mordant sa lèvre inférieure. C'est étrange, très étrange. Normalement, pour des contrats de cette envergure, nous avons des rapports détaillés, des présentations, des réunions documentées. « Qui a approuvé ces contrats ?» demanda Anne. Hélène cliqua à nouveau, naviguant dans les systèmes internes. Voilà, tous ont été approuvés et signés par Robert Fournier en sa qualité de directeur administratif. Elle regarda Anne, et il y avait quelque chose dans ses yeux maintenant, une étincelle de compréhension. Vous pourriez avoir raison, il pourrait y avoir quelque chose qui ne va pas ici. Les jours suivants se transformèrent en une double routine épuisante pour Anne. Pendant la journée, elle continuait ses fonctions de nettoyage, poussant son chariot dans les couloirs, vidant les poubelles, nettoyant les toilettes. Mais maintenant, elle faisait tout cela avec une attention redoublée, ses oreilles toujours attentives aux conversations, ses yeux toujours à la recherche de tout détail qui pourrait être pertinent. Elle était devenue une espionne accidentelle, utilisant son invisibilité sociale comme un manteau de protection. Le soir, après que Madame Lucie dormait déjà et que l'aide à domicile était partie, Anne s'asseyait à la petite table de la cuisine avec son vieil ordinateur portable, étudiant les copies numériques qu'Hélène lui fournissait discrètement. Factures, relevés bancaires, calendrier de paiement. Elle créait des feuilles de calcul, dessinait des graphiques, cherchait des modèles. Et les modèles étaient là. Les paiements à Nexus Solutions suivaient un calendrier précis. Chaque 15 du mois, un demi-million d'euros était transféré. Toujours à la même date, toujours le même montant, toujours avec la même justification générique, conseil en optimisation de processus. Mais ce qui attira le plus l'attention d'Anne fut le compte de destination. C'était un compte d'entreprise, dans une banque différente de celle qu'Horizon Mondial utilisait normalement. Elle avait besoin de plus d'informations. Elle devait découvrir qui se cachait réellement derrière Nexus Solutions. Et pour cela, elle devrait sortir du confort relatif des fichiers numériques et aller à la source. Le 10e jour de son enquête, Anne demanda un jour de congé à son superviseur, inventant un rendez-vous médical pour sa mère. C'était un mensonge qui pesait sur sa conscience, mais c'était nécessaire. Elle prit le métro jusqu'à la station Concorde, et de là
marcha jusqu'à l'adresse enregistrée de Nexus Solutions, qui figurait sur les factures. Rue de Rivoli, numéro 1823. Lorsqu'elle arriva sur place, Anne s'arrêta sur le trottoir, son estomac se nouant. L'adresse ne correspondait à aucun immeuble commercial. C'était un terrain vague, entouré de vieilles palissades taguées, avec de l'herbe poussant entre les fissures du ciment. Un sans-abri dormait appuyé contre l'une des palissades, couvert de carton. De l'autre côté de la rue, un snack-bar fonctionnait avec quelques tables sur le trottoir. Anne traversa la rue et entra dans le snack-bar. Le propriétaire, un homme d'une 60aine d'années avec un tablier taché de graisse, nettoyait le comptoir avec un chiffon. « Bonjour », dit Anne, essayant de garder une voix décontractée. « Je cherche une entreprise qui devrait se trouver ici dans cette rue, Nexus Solutions. Vous connaissez, monsieur ?» L'homme fronça les sourcils, pensif. « Nexus Solutions. Jamais entendu parler. Et pourtant, je suis ici depuis 15 ans. Ce terrain en face est abandonné depuis au moins 10 ans. De temps en temps, quelqu'un vient dire qu'il va construire, mais ça ne se concrétise jamais. » Anne sentit son cœur s'emballer. « Vous êtes sûr? C'est le numéro 1823. »« J'en suis sûr, mademoiselle. Il n'y a aucune entreprise avec ce nom par ici. » L'homme lui servit un café qu'elle n'avait pas commandé et poussa la tasse vers elle. « Vous avez l'air d'en avoir besoin. » Anne but le café automatiquement, son esprit travaillant frénétiquement. Une entreprise fantôme. Cela devait être ça. Quelqu'un créait de faux contrats, émettait des factures frauduleuses et détournait des millions d'euros d'horizon mondial. Et tout pointait vers Robert Fournier. Mais elle avait besoin de preuves. Des preuves concrètes qui ne laisseraient aucune place au doute. Elle remercia le propriétaire du snack-bar et sortit, prenant des photos du terrain vague avec son téléphone portable. Photos du numéro sur le trottoir, des palissades, du panneau de propriété qui montrait que le terrain appartenait à la mairie. Lorsqu'elle rentra à l'appartement cet après-midi-là, Anne trouva Hélène qui l'attendait à l'entrée de l'immeuble. La directrice financière portait des vêtements décontractés, sans son tailleur habituel, et semblait nerveuse. « Nous devons parler », dit Hélène sans préambule, « quelque part où personne ne peut nous entendre. » Elles montèrent jusqu'à l'appartement d'Anne. Madame Lucie dormait, et l'aide à domicile fit un signe de tête silencieux avant de reporter son attention sur la télévision dans le salon. Anne conduisit Hélène dans la petite cour à l'arrière de l'immeuble, où quelques vêtements pendaient sur l'étendoir. « J'ai trouvé quelque chose », dit Hélène, gardant la voix basse. « J'ai pu accéder au registre de transactions plus détaillé. Le compte qui reçoit les paiements de Nexus Solutions a des mouvements suspects. Juste après l'entrée de l'argent, 30% sont transférés vers un compte personnel. »« À qui ?» demanda Anne, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. « Je n'ai pas encore pu tout tracer. Le compte est au nom d'une société offshore aux îles Caïmans. Mais les modèles de transfert, les horaires, tout indique que quelqu'un au sein de l'entreprise coordonne. » Hélène hésita, mordant sa lèvre. « Anne, c'est beaucoup plus important que nous le pensions. Si Robert est vraiment derrière ça, il ne vous laissera pas simplement l'exposer. Vous devez être très prudente. » Les mots d'Hélène résonnèrent dans l'esprit d'Anne toute cette nuit-là. Elle était confrontée à quelque chose de bien plus grand et de plus dangereux qu'elle ne l'avait imaginé au départ. Ce n'était pas seulement une question de chiffres erronés ou de mauvaise gestion, c'était une opération délibérée de détournement de fonds. Et si Robert était vraiment impliqué, il avait beaucoup à perdre. Anne passa les jours suivants dans un état d'hypervigilance. Chaque fois qu'elle nettoyait l'étage administratif, elle sentait les yeux de Robert sur elle. Il avait commencé à sortir plus fréquemment de son bureau, l'observant travailler avec une expression indéchiffrable. Il ne disait rien, restait juste là, les bras croisés, comme si sa simple présence était un avertissement silencieux. Le 16e jour de l'enquête, Anne nettoyait les toilettes des femmes du 12e étage lorsqu'elle entendit des voix dans le couloir. Il était tard, presque 20 heures, et elle pensait être seule à cet étage. Instinctivement, elle arrêta ce qu'elle faisait et resta silencieuse, la porte des toilettes entr'ouverte. « Tu dois contrôler la situation », disait une voix masculine qu'Anne reconnut immédiatement comme celle de Robert. « Cette femme fouine là où elle ne devrait pas. Hélène l'aide. Je sais que c'est le cas. » Une autre voix répondit, plus grave et moins familière. « Peut-être es-tu paranoïaque. Ce n'est qu'une femme de ménage. Que pourrait-elle réellement découvrir ?» Robert lâcha un rire sans humour.
Ce n'est pas seulement une femme de ménage. Elle a étudié la gestion, elle comprend les chiffres. Et pire, elle a la protection de Leclerc maintenant. Ce défi idiot qu'il a proposé m'a mis dans une position vulnérable. Alors résous ça. L'autre voix sonna impatiente. Fais ce que tu as à faire, mais ne laisse pas de traces. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attirer l'attention maintenant. Nous y sommes presque. Anne sentit son sang se glacer. Il parlait d'elle, et la menace implicite dans les mots était claire. Elle attendit que les voix s'éloignent dans le couloir, avant de sortir des toilettes, les jambes tremblantes. Elle devait avertir Hélène. Elle devait accélérer l'enquête. Mais l'opportunité dont elle avait besoin vint d'une manière inattendue. Le lendemain, en nettoyant le bureau de Robert, Anne remarqua quelque chose qu'elle n'avait jamais perçu auparavant. Elle passait le chiffon sous le meuble de classement lorsque son chiffon s'accrocha à quelque chose. S'agenouillant, elle vit qu'un des carreaux décoratifs qui couraient le long de la plinthe était lâche. Son cœur s'emballa. Les mains légèrement tremblantes, elle tira le carreau avec précaution. Derrière, il y avait un petit espace creux, et à l'intérieur de cet espace, une minuscule clé USB noire sans aucune marque. Anne jeta un coup d'œil rapide à la porte, vérifiant qu'il n'y avait personne aux alentours, puis prit la clé USB et la cacha dans la poche de son uniforme. Elle remit le carreau en place avec le plus grand soin, s'assurant qu'il était exactement comme avant. Elle finissait de nettoyer le bureau lorsqu'elle entendit la porte s'ouvrir derrière elle. Elle se retourna rapidement et trouva Robert debout à l'entrée, son expression fermée. Pendant un instant qui sembla s'étirer à l'infini, ils se fixèrent du regard. « Vous travaillez tard, Anne ?» demanda Robert, sa voix dangereusement calme, tandis qu'il refermait la porte derrière lui. Quelle admirable dévotion! Anne se força à garder son sang-froid. « Je finis juste le nettoyage, monsieur, je pars déjà. » Robert fit quelques pas vers elle, raccourcissant la distance entre eux. Le bureau semblait plus petit tout à coup, les murs plus proches. « Vous savez, j'ai beaucoup pensé à vous ces derniers temps. Comment une simple employée de nettoyage a soudainement développé un intérêt si profond pour les affaires financières de l'entreprise. » Anne garda son expression neutre, bien qu'elle puisse sentir la clé USB brûler dans sa poche comme un fer rouge. « Je veux juste aider l'entreprise, monsieur. Éviter les licenciements, si possible. » Ah oui, quelle noblesse! Robert s'arrêta à seulement 1 mètre de distance, ses yeux sombres fixés sur elle. « Mais dites-moi, Anne, pensez-vous vraiment que vous pouvez faire une différence? Vous, qui n'avez ni pouvoir, ni position, ni rien d'autre qu'un diplôme incomplet et un salaire minimum ?» Anne sentit la colère bouillonner dans sa poitrine, mais la garda sous contrôle. « Tout le monde peut faire la différence, monsieur. Cela dépend seulement d'avoir le courage d'essayer. » Courage. Robert répéta le mot comme si c'était quelque chose d'amer sur sa langue. Ou serait-ce de la folie? Parce que parfois la ligne entre les deux est très mince, surtout quand on a tant à perdre. Il marqua une pause, laissant les mots flotter dans l'air un instant. « Comment va votre mère, au fait? Madame Lucie, n'est-ce pas? J'ai entendu dire qu'elle avait besoin de soins médicaux constants. Cela doit être très cher. » Le ton cordial de Robert ne cachait pas la menace implicite. Anne sentit son estomac se serrer. « Vous me menacez, monsieur? » « Menacez ?» Robert feignit la surprise, ouvrant les mains d'un geste innocent. « Absolument pas. Je fais juste remarquer qu'il serait dommage que quelque chose entrave la continuité de ces soins. Si, par exemple, vous perdiez votre emploi pour insubordination, ou pire, si vous faisiez face à des problèmes légaux pour vol d'informations confidentielles. »« Je n'ai rien volé, » dit Anne fermement, bien que la clé USB dans sa poche semblât peser 1 tonne. « Pas encore. » Robert fit un pas de plus, sa voix baissant jusqu'à un murmure menaçant. « Mais je sais que vous prévoyez de faire quelque chose de stupide. Je le vois dans vos yeux. Vous pensez que vous avez trouvé quelque chose, n'est-ce pas? Vous pensez que vous pouvez m'exposer, me détruire. » Il sourit, mais c'était un sourire froid, sans humour. « Laissez-moi vous expliquer comment le monde fonctionne, Anne. Des gens comme moi, avec des connexions, des ressources, des avocats chers, survivent toujours. Des gens comme vous êtes jetables. » Anne se força à le regarder directement dans les yeux, refusant de montrer la peur qu'elle ressentait. « Si vous n'avez rien à cacher, pourquoi êtes-vous si nerveux? » Le masque de... Robert glissa un instant, révélant une colère authentique. Il se pencha encore plus près et Anne put sentir l'odeur de son parfum cher mêlé à quelque chose qui sentait le whisky.
Parce que je n'aime pas les rats qui essaient de faire couler le navire, cracha-t-il. Et je me débarrasse toujours des rats, toujours. Il s'éloigna alors, lissant son costume, comme si la conversation n'avait pas eu lieu. Finissez votre travail et rentrez chez vous, Anne. Et réfléchissez bien à vos prochains choix. Certaines portes, une fois ouvertes, ne peuvent plus être refermées. Après le départ de Robert, Anne resta immobile au milieu du bureau pendant plusieurs minutes, essayant simplement de contrôler sa respiration. Ses mains tremblaient si violemment qu'elle dut s'asseoir un instant sur la chaise de Robert. La menace avait été claire. Robert savait pour sa mère, savait pour sa vulnérabilité et était prêt à l'utiliser. Cette nuit-là, Anne ne dormit presque pas. Elle resta allongée sur le canapé, regardant le plafond, la clé USB cachée dans une boîte à biscuits dans le placard de la cuisine. Chaque bruit de l'immeuble la faisait sursauter. Chaque voiture passant dans la rue à l'extérieur semblait une menace. Robert serait-il capable de lui faire du mal? À sa mère? À 5 heures du matin, alors que le ciel commençait à s'éclaircir, Anne prit une décision. Elle ne pouvait pas ouvrir la clé USB sur l'ordinateur de l'entreprise. N'importe quel réseau d'entreprise pouvait être surveillé. Elle avait besoin de l'aide d'Hélène, mais elle devait être prudente. Très prudente. Le lendemain, Anne retrouva Hélène sur le parking avant le début des heures de travail. Elle lui raconta pour la clé USB, pour l'affrontement avec Robert, pour les menaces. Hélène écouta tout avec une expression de plus en plus sérieuse. « Vous ne pouvez plus reculer maintenant, » dit Hélène finalement. « Si Robert pense que vous avez quelque chose qui peut le compromettre, vous êtes déjà en danger de toute façon. Notre seule option est d'aller de l'avant, rapidement, et de nous assurer que nous avons des preuves solides avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit contre vous. »« Comment allons-nous ouvrir la clé USB sans être tracés ?» demanda Anne. Hélène réfléchit un instant. « J'ai un ordinateur portable personnel à la maison. Il n'est pas connecté au réseau de l'entreprise. Nous pouvons l'utiliser. » Elle regarda autour du parking, vérifiant qu'il n'y avait personne aux alentours. « Je l'emmène ce soir. Vous pouvez venir chez moi après le travail ?» Anne accepta. Le reste de la journée passa avec une lenteur agonisante. Chaque minute semblait une heure. Elle faisait son travail mécaniquement, son esprit ailleurs, planifiant, craignant, attendant. Elle vit Robert 2 fois pendant la journée, et à chaque occasion, il l'observa avec ce regard calculateur qui lui glaçait le sang. Finalement, à 19 heures, Anne sonna à la porte de l'appartement d'Hélène, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Hélène ouvrit rapidement la porte, l'attirant à l'intérieur. Son appartement était spacieux et bien décoré, avec des bibliothèques remplies de livres et des tableaux modernes aux murs, totalement différents du petit appartement d'Anne à Bobigny. « Allons à mon bureau, » dit Hélène, guidant Anne dans un couloir jusqu'à une pièce plus petite avec un bureau, un ordinateur de bureau et une bibliothèque remplie de dossiers. Elle alluma l'ordinateur portable personnel et attendit qu'il démarre. Prête? Anne sortit la clé USB de sa poche et la tendit à Hélène, ses mains tremblant encore légèrement. Aussi prête que je le serai jamais. Hélène inséra la clé USB. L'écran afficha plusieurs dossiers avec des noms codés. Elle commença à ouvrir les dossiers un par un et ce qu'elle trouvèrent les rendit toutes les 2 pâles. Il y avait des contrats avec des clauses cachées, des feuilles de calcul détaillées montrant les détournements, des transferts bancaires documentés. Et le plus incriminant de tout, des emails. Des dizaines d'emails entre Robert et des contacts de diverses entreprises. Des emails discutant de pots de vin, de pourcentage de retour, de méthodes pour dissimuler les paiements. Il y avait même un fichier, texte avec des mots de passe de compte offshore et des instructions détaillées sur la façon de blanchir l'argent via un réseau d'entreprises fantômes. « Mon Dieu !» murmura Hélène, ses mains couvrant sa bouche. « C'est bien pire que je ne l'imaginais. Il ne détourne pas seulement de l'argent d'Horizon. Il a tout un système, plusieurs entreprises, plusieurs contrats frauduleux. Cela doit s'élever à au moins 10 millions d'euros. » Anne se sentait nauséeuse. « Nous devons faire des copies, beaucoup de copies, dans des endroits différents. » Hélène était déjà en train de bouger la souris, connectant un disque dur externe, téléchargeant des fichiers sur des services cloud avec des comptes qui n'étaient pas liés à l'entreprise. « Je vais envoyer des copies à mon email personnel aussi, et vous devriez faire de même. Plus nous aurons cela stocké à différents endroits, plus nous serons en sécurité. »
Elles passèrent les 2 heures suivantes à organiser les preuves, créant des dossiers clairement catégorisés, imprimant les documents les plus importants. Quand elles eurent terminé, il était déjà plus de 22 heures. Anne était épuisée, mais elle ressentait aussi quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des jours, l'espoir. « Nous avons ce qu'il faut », dit Hélène, regardant la pile de documents imprimés. « C'est suffisant pour le faire tomber. Allons-nous le remettre à Monsieur Leclerc demain ?» Anne hésita. « Il reste encore 14 jours avant la fin du délai. Si nous le remettons maintenant, Robert saura que nous avons trouvé la clé USB. Il aura le temps de fabriquer une défense, d'engager des avocats, de commencer à détruire des preuves supplémentaires. » Elle réfléchit un instant. « Nous devons être absolument sûrs. Nous devons tracer où cet argent est allé, trouver les comptes finaux, tout relier, directement à lui d'une manière qu'il ne puisse pas nier. » Les jours suivants furent une course contre la montre. Anne et Hélène travaillaient en parallèle, croisant les informations, traçant les transactions, construisant un dossier solide et irréfutable contre Robert. Pendant la journée, Anne continuait sa routine de nettoyage, mais maintenant avec un objectif renouvelé. Chaque document laissé sur une table, chaque conversation entendue dans les couloirs, chaque détail devenait une pièce d'un plus grand puzzle qu'elle assemblait méticuleusement. Hélène utilisait son accès au système bancaire pour tracer le flux d'argent. C'était un travail minutieux et risqué. Chaque consultation laissait une trace numérique, et Hélène savait que si Robert soupçonnait qu'elle enquêtait activement, il pourrait effacer des preuves ou pire, diriger toute son attention contre elle aussi. Mais la directrice financière avait décidé que certaines choses valaient le risque. L'intégrité de l'entreprise en était une, la justice en était une autre. Le 23e jour de l'enquête, Hélène fit une découverte cruciale. Elle appela Anne pour une réunion dans un café discret loin du bureau, un petit endroit dans le quartier du Marais où personne d'horizon mondial n'allait habituellement. Anne arriva la première, choisissant une table au fond, loin des fenêtres. Son cœur battait la chamade. L'appel d'Hélène avait sonné urgent. « J'ai trouvé le compte final », dit Hélène dès qu'elle s'assit, sans même commander de café. Sa voix était basse, mais il y avait une excitation contenue dans ses yeux. « Il a fallu 6 couches de sociétés offshore, mais j'ai réussi à tracer. L'argent détourné de Nexus Solutions passe par des entreprises aux îles Caïmans, puis par un compte à Jersey, ensuite au Panama, et finalement arrive à un compte au Luxembourg. Et vous savez à qui appartient ce compte ? À Robert, répondit Anne, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Pas seulement à lui. Hélène sortit quelques feuilles pliées de son sac et les posa sur la table. Le compte est au nom de Robert Fournier et de son associé, Marcel Leroy. Connaissez-vous ce nom ? Anne fronça les sourcils, réfléchissant. Marcel Leroy. Le nom lui semblait familier, mais elle ne parvenait pas à situer d'où. Attendez, n'est-ce pas le comptable de l'entreprise, cet homme grand, avec des lunettes, qui est au département financier? Exactement. Hélène hocha gravement la tête. Il est le comptable senior. Il a accès à tous les systèmes, à toutes les transactions. C'est lui qui approuve les paiements après que Robert signe les contrats. Ils travaillent ensemble depuis des mois, peut-être depuis que Robert a été embauché. La dernière pièce du puzzle s'assembla dans l'esprit d'Anne. C'est pourquoi il était si facile pour Robert de créer de faux contrats. Marcel s'occupait de toute la partie technique, s'assurant que les paiements passaient par les systèmes sans éveiller les soupçons. Ils formaient une équipe. Combien ont-ils volé au total? Selon mes calculs, entre les détournements d'Horizon et d'autres entreprises que j'ai pu identifier grâce aux emails de la clé USB, nous parlons d'au moins 15 millions d'euros. Hélène laissa le chiffre flotter dans l'air un instant. 15 millions, Anne. C'est assez d'argent pour détruire complètement Horizon Mondial. Anne sentit la colère monter dans sa poitrine. Alors que des employés honnêtes étaient sur le point de perdre leur emploi, alors que des familles se prépareraient à des temps difficiles, Robert et Marcel détournèrent des millions vers des comptes à l'étranger. Nous devons les exposer, maintenant. Il reste 7 jours avant. La date limite, rappela Hélène. Voulez-vous attendre jusque-là ou présenter les preuves avant? Anne réfléchit attentivement. Si elles attendèrent le dernier jour, elles seraient sûres d'avoir couvert tous les angles, de ne laisser aucune faille. Mais cela donnait aussi plus de temps à Robert et Marcel pour réaliser qu'ils étaient sous enquête. C'était un équilibre délicat entre préparation et risque.
Nous allons attendre encore 3 jours, décida Anne. Assez de temps pour tout organiser parfaitement, mais pas tant qu'il puisse nous surprendre. Le 27e jour, nous présenterons tout à Monsieur Leclerc. Hélène acquiesça, mais il y avait de l'inquiétude sur son visage. Anne, vous devez être très prudente ces prochains jours. Robert est nerveux, je le vois. Il a demandé des rapports financiers spécifiques. Il a posé des questions sur les accès au système. Il cherche des signes que quelqu'un enquête. Je ferai attention, promit Anne, bien qu'elle sût que les mots étaient plus faciles que les actes. Cette nuit-là, quand Anne rentra chez elle, elle trouva sa mère éveillée dans le salon, assise dans le fauteuil qu'elles avaient acheté spécialement pour sa récupération. Madame Lucie s'était considérablement améliorée ces derniers mois. Ses mouvements étaient encore lents, sa parole encore un peu traînante, mais elle était là, présente, luttant. En voyant Anne entrer, elle sourit, et ce fut un sourire tordu mais sincère. « Ma fille, tu as l'air fatiguée », dit Madame Lucie, ses mots sortant lentement mais clairement. « Quelque chose ne va pas au travail ?» Anne s'assit sur le canapé à côté de sa mère et lui prit la main. « Non, maman, j'ai juste travaillé sur un projet spécial, mais il est presque terminé. » Madame Lucie serra sa main avec la force qu'elle put rassembler. « Tu as toujours été si dévouée, si forte. Parfois, je m'inquiète que tu portes le monde sur tes épaules toute seule. »« Je ne suis pas seule, maman. Je t'ai. » Anne sentit ses yeux picotés de larmes qu'elle refusait de laisser couler. « Et bientôt, tout ira mieux, je le promets. » Les jours suivants, la tension dans les bureaux d'Horizon Mondial était palpable. Anne pouvait sentir les regards de Robert la suivre dans les couloirs. Il n'avait pas fait d'autres menaces directes, mais sa présence était une menace constante en elle-même. Marcel Leroy, le comptable, commença également à apparaître plus fréquemment à l'étage administratif, trouvant toujours des excuses pour passer par les endroits où Anne travaillait. C'était comme si tous deux attendaient qu'elle commette une erreur, qu'elle révèle ce qu'elle savait. Le 26e jour, un jour avant qu'Anne et Hélène ne prévoient de présenter les preuves au PDG, quelque chose d'inattendu se produisit. Anne nettoyait le couloir près du bureau de Robert lorsqu'elle entendit des voix altérées venant de l'intérieur. La porte était entr'ouverte et elle reconnut immédiatement les voix de Robert et Marcel. « Es-tu sûr qu'elle a la clé USB ?» La voix de Marcel sonnait tendue, presque désespérée. « Parce que si elle l'a, nous sommes finis. »« J'en suis sûr, » répondit Robert, et il y avait une colère mal contenue dans son ton. « J'ai vérifié la cachette. La clé USB a disparu, et ça ne peut être qu'elle. Il n'y avait personne d'autre dans la pièce ce jour-là. » Alors pourquoi n'a-t-elle encore rien fait? Pourquoi n'a-t-elle pas couru voir Leclerc? Parce qu'elle est intelligente, plus intelligente que je ne l'avais cru. Elle attend, elle construit un dossier plus solide, ou peut-être qu'elle a peur. Il y eut une pause, puis Robert continua, sa voix plus basse mais toujours audible. « Peu importe, nous devons agir. Ce soir, nous allons tout nettoyer ce que nous pouvons, transférer les fonds restants et être prêts à disparaître si nécessaire. Et Anne? Elle aura un accident. Rien de fatal, juste assez pour la garder hospitalisée et trop effrayée pour continuer. Un vol sur le parking peut-être. Ces choses arrivent tout le temps à Paris. » Anne sentit son sang se glacer dans ses veines. Il prévoyait de lui faire du mal. Non, pire, il prévoyait de faire passer cela pour un accident aléatoire. Elle recula silencieusement, son cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Elle devait avertir Hélène. Elle devait avertir Monsieur Leclerc. Elle ne pouvait plus attendre un jour de plus. Il fallait que ce soit maintenant. Anne courut pratiquement jusqu'au bureau d'Hélène. La directrice financière était en réunion, mais Anne s'en moqua. Elle frappa à la porte avec urgence jusqu'à ce qu'Hélène apparaisse, s'excusant auprès de ses collègues et sortant dans le couloir. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Hélène, alarmée par l'expression sur le visage d'Anne. « Ils savent. » Anne serra le bras d'Hélène. « Ils savent que j'ai la clé USB, et ils prévoient de me faire du mal ce soir. Nous devons agir maintenant. » Hélène pâlit. « Je vais organiser une réunion d'urgence avec Monsieur Leclerc, maintenant. Vous avez toutes les preuves avec vous? J'ai des copies dans mon casier au vestiaire, et vous avez les autres. Allez chercher tout. Nous nous retrouvons à son bureau dans 15 minutes. » Hélène tapait déjà sur son téléphone portable, envoyant des messages urgents. « Et Anne, restez près des gens. Ne restez seule nulle part tant que ce n'est pas fini. » Anne courut jusqu'au vestiaire des employés au sous-sol de l'immeuble. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle ouvrait son casier
et prenait le dossier où elle avait rangé toutes les copies imprimées des preuves. Documents, emails, feuilles de calcul, photos du terrain vague où aurait dû se trouver Nexus Solutions. Tout était là, organisé et catalogué. Elle fermait le casier lorsqu'elle entendit des pas derrière elle. Elle se retourna rapidement et trouva Marcel Leroy debout à l'entrée du vestiaire. C'était un homme grand et mince avec des lunettes à monture métallique qui reflétaient la lumière fluorescente. Il y avait quelque chose de prédateur dans sa posture. « Anne, dit-il, et son ton était faussement amical. « Quelle coïncidence de vous trouver ici. Je vous cherchais. »« Je dois y aller, monsieur, » dit Anne, serrant le dossier contre sa poitrine. « J'ai une réunion. » « Une réunion. » Marcel fit un pas à l'intérieur du vestiaire. « Avec qui? Avec Hélène? Avec monsieur Leclerc ?» Il fit un autre pas, diminuant la distance entre eux, ou serait-ce une réunion pour remettre des documents qui ne vous appartiennent pas? Anne regarda rapidement autour d'elle. Le vestiaire était vide. Il était presque 18 heures, et la plupart des employés de jour étaient déjà partis. « Laissez-moi passer, » dit-elle, essayant de garder une voix ferme. « Je ne veux pas d'ennui. Trop tard pour ça. » Marcel bloqua la sortie. « Vous avez déjà causé assez de problèmes. Vous auriez dû rester à votre place. Vous auriez dû continuer à nettoyer le sol et garder la bouche fermée. » Il tendit la main. « Donnez-moi ce dossier. » « Non. » Anne recula, mais heurta les casiers derrière elle. Elle n'avait nulle part où aller. Marcel s'avança, et un instant Anne pensa qu'il allait essayer de lui arracher le dossier des mains par la force. Mais alors, une voix tonitruante résonna dans l'escalier menant au vestiaire. « Marcel, qu'est-ce qui se passe ici ?» Tous deux se retournèrent et virent monsieur Leclerc descendre les marches, Hélène juste derrière lui. Le PDG semblait furieux, son visage rouge de colère. Hélène avait dû réussir à l'amener plus vite qu'Anne ne s'y attendait. Marcel recula immédiatement, levant les mains dans un geste défensif. « Monsieur Leclerc, j'essayais juste de parler à Anne de certaines irrégularités que j'ai remarquées dans son comportement. »« Irrégularités, » répéta monsieur Leclerc, sa voix glaciale. « La seule irrégularité que je vois ici est un comptable senior qui accule une employée dans le vestiaire. Sortez d'ici, maintenant, et allez directement à mon bureau. Je voudrais une explication détaillée sur beaucoup de choses. » La salle de réunion de monsieur Leclerc était dans un silence absolu. Le PDG était assis derrière son imposant bureau en acajou, les doigts croisés, le visage masqué de concentration tandis qu'il lisait document après document. Anne était assise sur l'une des chaises face au bureau, le dossier ouvert, toutes les preuves étalées devant eux. Hélène était à ses côtés, signalant des détails spécifiques chaque fois que nécessaire. Robert et Marcel avaient été convoqués, mais n'étaient pas encore arrivés. Monsieur Leclerc avait ordonné au chef de la sécurité de les localiser et de les amener immédiatement, sans donner d'explication. Le retard rendait Anne de plus en plus nerveuse. « C'est extraordinaire, » dit finalement monsieur Leclerc, levant les yeux des documents. Il semblait avoir vieilli de 10 ans dans la dernière heure. 15 millions d'euros, 15 millions. Il passa la main sur son visage, épuisé. Comment cela a-t-il pu se produire sous mon nez? Comment n'ai-je pas vu? Ils ont été très prudents, monsieur, dit Hélène doucement. Les contrats semblaient légitimes à première vue. Les approbations ont suivi les procédures normales. Ce n'est que lorsqu'Anne a commencé à chercher des modèles et des incohérences que tout a commencé à se dévoiler. Monsieur Leclerc regarda Anne avec une expression qui mêlait admiration et tristesse. « Vous avez tout risqué pour cela. Votre emploi, votre sécurité, pourquoi ?»« Parce que c'était la bonne chose à faire, » répondit Anne simplement. « Et parce que 800 personnes ne méritaient pas de perdre leur emploi à cause de la cupidité de 2 hommes. » Avant que le PDG ne puisse répondre, la porte s'ouvrit et Robert entra, suivi de près par Marcel et le chef de la sécurité, M. Dumas, un homme corpulent et sérieux. Robert conservait toujours sa posture arrogante, mais Anne pouvait voir la tension dans ses épaules, la façon dont ses yeux parcoururent la pièce, évaluant la situation. « Monsieur Leclerc, » dit Robert, forçant un sourire, « vous m'avez fait appeler. Si c'est à propos d'Anne et de ses accusations infondées, j'ai déjà préparé une explication complète sur la légitimité de tous les contrats de Nexus Solutions. « Asseyez-vous, » ordonna le PDG, sa voix coupante comme de l'acier. « Tous les deux, asseyez-vous et restez silencieux. » Robert et Marcel s'assirent, échangeant des regards rapides.
Anne pouvait pratiquement voir leurs esprits travailler, essayant de comprendre à quel point ils avaient été exposés. Quelle serait la meilleure stratégie de défense? Monsieur Leclerc poussa une pile de documents sur la table en direction de Robert. « J'aimerais que vous regardiez ces papiers et que vous m'expliquiez ce que vous voyez. » Robert prit les documents, ses yeux parcourant les pages. Anne vit le moment exact où il reconnut ce qu'il voyait. Son visage perdit sa couleur et ses mains commencèrent à trembler légèrement. « Où avez-vous obtenu cela ?» demanda-t-il, sa voix plus aiguë que la normale. « Peu importe où je l'ai obtenu, » répondit Monsieur Leclerc. « Ce qui importe, c'est que c'est réel. Tout cela est réel. » Il se leva de sa chaise et commença à marcher dans le bureau, les mains derrière le dos. Entreprise fantôme, contrat frauduleux, détournement de fonds vers des comptes offshore. 15 millions d'euros, Robert. Vous et Marcel avez volé 15 millions d'euros à mon entreprise, à notre entreprise. C'est un malentendu, commença Robert, mais sa voix manquait de conviction. Ces contrats ont été approuvés par les canaux appropriés. Nexus Solutions est une entreprise de conseil légitime. Ah oui? Monsieur Leclerc prit une photo de la pile de documents et la jeta sur la table devant Robert. Alors pouvez-vous m'expliquer pourquoi l'adresse enregistrée de votre entreprise légitime est un terrain vague abandonné? Et ceci, il prit une autre photo montrant des relevés bancaires. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi 30% de chaque paiement est immédiatement transféré sur un compte personnel au Luxembourg enregistré à votre nom? Robert ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit à nouveau. Pour la première fois depuis qu'Anne le connaissait, il semblait complètement perdu. Marcel était encore pire, courbé sur sa chaise, le visage dans ses mains, tremblant visiblement. « Ceci, continua Monsieur Leclerc, désignant les emails imprimés, ce sont vos propres mots. Des discussions sur les pots de vin, sur la façon de dissimuler les paiements, sur la façon de partager les profits. Tout est là, Robert. Chaque mot, chaque chiffre, chaque transaction. » Il se pencha sur la table, son visage à quelques centimètres de celui de Robert. « Vous avez détruit cette entreprise. Vous l'avez menée au bord de la faillite. Vous avez forcé des licenciements massifs. Et tout ça pourquoi? Par cupidité? Robert déglutit, son masque de confiance se fissurant enfin complètement. « Je peux expliquer. Je peux rendre l'argent. Nous pouvons trouver un accord. » « Un accord ?» La voix de Monsieur Leclerc monta d'une octave. « Vous pensez que je vais faire un accord après ce que vous avez fait? Après avoir failli détruire tout ce que j'ai construit en 30 ans? Pensez à l'image de l'entreprise, » dit Robert désespérément. « Si cela devient public, Horizon Mondial coulera de toute façon. Les investisseurs fuiront. Les clients annuleront les contrats. Mais si nous faisons un accord discret, si je rends les fonds et que... Je pars simplement, nous pouvons éviter un scandale. » Anne vit le PDG hésiter. Un instant, elle pensa qu'il pourrait réellement considérer la proposition. Après tout, Robert avait un point. Un scandale public pourrait faire plus de mal que de bien à l'entreprise déjà fragilisée. Mais alors Anne se leva de sa chaise. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, » dit-elle, sa voix claire et ferme, « il ne peut y avoir d'accord, pas cette fois. » Elle regarda directement Robert. « Si nous le laissons partir tranquillement, nous enverrons le message que ce type de comportement est acceptable. Que les personnes en position de pouvoir peuvent voler, mentir et détruire des vies sans réelles conséquences. » « Anne, » intervint Robert, essayant de paraître raisonnable, « vous ne comprenez pas comment fonctionne le monde de l'entreprise. Parfois, il faut faire des concessions pour le bien commun. »« Je comprends parfaitement, » répondit Anne. « Je comprends que pendant des mois, j'ai vu mes collègues s'inquiéter pour leur emploi, pour leur famille, pour la façon dont ils paieraient leurs factures. Je comprends que 800 personnes étaient sur le point de tout perdre, parce que vous avez décidé que vous méritiez des millions d'euros. » Elle fit un pas vers lui. « Et je comprends que si nous vous laissons partir sans faire face aux conséquences, nous dirons à tous ces employés que leur vie n'a pas d'importance, que la commodité de l'entreprise est plus importante que la justice. » Monsieur Leclerc regarda Anne un long moment, quelque chose changeant dans son expression. Puis, il prit le téléphone sur son bureau et composa un numéro. « Monsieur Dumas, pourriez-vous venir ici, s'il vous plaît, et amener 2 de vos agents de sécurité. » Il raccrocha et regarda Robert et Marcel. « Vous allez rester ici sous surveillance pendant que je contacte nos avocats et les autorités compétentes. Il n'y aura pas d'accord. Il n'y aura pas de confidentialité. Ce que vous avez fait sera entièrement exposé.
Robert se leva d'un bond, son visage maintenant rouge de colère. « Vous allez le regretter, Leclerc !» cria-t-il. « J'ai des contacts, des avocats chers. Je vais vous traîner, vous et cette entreprise, devant les tribunaux. Je veillerai à ce que chaque détail sordide de ce qui s'est passé ici devienne public. Je vais vous détruire. » « Vous avez déjà fait assez de dégâts, » répondit le PDG calmement. « Et maintenant, vous allez en payer le prix. » La porte s'ouvrit et le chef de la sécurité entra avec 2 agents en uniforme. Emmenez ces 2-là à la salle de sécurité et ne les quittez pas des yeux jusqu'à l'arrivée de la police. Alors que Robert et Marcel étaient escortés hors du bureau, Robert lança un dernier regard venimeux à Anne. « Vous regretterez de vous être mêlé de ça, » grogna-t-il. « Ce n'est pas fini. » Mais, pour Anne, cela semblait bien fini. Elle se rassit, ses jambes soudain faibles. Toute la peur, toute la tension des 30 derniers jours semblait s'effondrer sur elle d'un coup. Hélène posa une main consolatrice sur son épaule. « Vous avez été incroyablement courageuse, » dit Hélène doucement. « Et incroyablement stupide aussi. » Elle sourit légèrement. « Mais surtout courageuse. » Monsieur Leclerc retourna à sa chaise, semblant soudain très fatigué. « J'aurai besoin de quelques jours pour digérer tout cela, pour parler aux avocats, à la police, au conseil d'administration. » Il regarda Anne. « Mais une chose est claire, vous avez sauvé cette entreprise. Non seulement vous avez découvert le problème, mais vous avez eu le courage de l'affronter alors que vous auriez pu facilement regarder de l'autre côté. »« Je n'aurais pas pu regarder de l'autre côté, monsieur, » dit Anne. « Pas après avoir su la vérité. » Le PDG acquiesça lentement. « L'accord que nous avons conclu tient toujours. Vous avez prouvé votre théorie. Vous avez trouvé le trou financier. Plus que cela, vous avez exposé une opération criminelle complexe qui aurait continué à saigner cette entreprise jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Vous avez gagné le prix. 1 million d'euros. » Anne sentit des larmes lui brûler les yeux, mais les retint. 1 million d'euros. La réalisation de ce que cela signifiait l'atteignit par vagues. Tous les traitements dont sa mère avait besoin, toute l'éducation qu'elle avait repoussée, toutes les préoccupations financières qui l'avaient tenue éveillée la nuit pendant des années. Tout cela pourrait enfin être résolu. Mais alors, elle regarda l'audience. Elle vit les visages de ses collègues, des personnes qui avaient traversé les mêmes peurs qu'elle, qui s'étaient inquiétées pour leur famille, qui avaient perdu le sommeil en pensant au licenciement imminent. Et Anne sut ce qu'elle devait faire. « Monsieur Leclerc, » dit-elle, sa voix sortant plus fort qu'elle ne l'avait voulu à travers le microphone que le PDG tenait. « Avec tout le respect que je vous dois, je ne peux pas accepter tout cet argent. » Un silence choqué s'empara de l'auditoire. Le PDG lui-même parut surpris. « Anne, vous l'avez gagné, c'est votre droit. »« Je sais, monsieur, et je vous remercie énormément, mais la vérité est que je n'en ai besoin que d'une partie. » Elle prit une profonde inspiration, rassemblant son courage pour les mots suivants. « J'ai besoin de suffisamment pour payer le traitement complet de ma mère et pour terminer mes études. Cela représente environ 200 000 euros. Le reste, » elle marqua une pause, regardant l'auditoire, « j'aimerais qu'il soit distribué en prime à tous les employés, dont les avantages ont été réduits pendant la crise. Surtout ceux qui, comme moi, travaillent dans les coulisses pour maintenir cette entreprise en marche tous les jours. » Pendant un instant, personne ne réagit. Puis, quelqu'un au fond de l'auditorium commença à applaudir. Un autre se joignit, et puis un autre. En quelques secondes, tout l'auditorium était debout, applaudissant, beaucoup avec des larmes aux yeux. Anne sentit ses propres larmes commencer à couler, mais cette fois, elle les laissa tomber librement. Monsieur Leclerc était visiblement ému, sa voix étranglée lorsqu'il parla à nouveau. « C'est extraordinaire, absolument extraordinaire. » Il s'éclaircit la gorge, essayant de retrouver son calme. Et cela m'amène à la prochaine annonce. Anne, vous avez clairement un talent exceptionnel pour l'analyse financière et une intégrité rare à tout niveau de l'entreprise. C'est pourquoi je vous offre une bourse d'études complète pour terminer votre diplôme en gestion. Et quand vous obtiendrez votre diplôme, un poste vous attendra dans notre département financier si vous le souhaitez. » L'auditoire explosa à nouveau d'applaudissements. Anne pouvait à peine croire ce qu'elle entendait. Une bourse d'études, un vrai emploi, avec un avenir. C'était plus que ce qu'elle avait rêvé. « J'accepte, monsieur », réussit-elle à dire. « Merci beaucoup. » Les mois suivants,
la vie d'Anne changea d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Elle retourna à l'université, cette fois sans la pression financière constante. Avec l'argent qu'elle avait mis de côté, elle put payer tous les traitements dont Madame Lucie avait besoin. Physiothérapie intensive, meilleurs médicaments, consultation avec des spécialistes. L'amélioration de sa mère fut remarquable. Bien que les séquelles de l'AVC ne disparaissent jamais complètement, Madame Lucie retrouva une grande partie de sa mobilité et de sa clarté mentale. L'histoire d'Anne devint virale au niveau national. Elle fut invitée à des émissions de télévision, à donner des interviews dans des podcasts, à parler lors d'événements d'entreprise sur l'éthique et l'intégrité. Où qu'elle aille, son message était le même. N'importe qui peut faire la différence. Peu importe sa position, son éducation ou son origine. Ce qui importe, c'est d'avoir le courage de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. Le procès de Robert et Marcel eut lieu 6 mois après leur arrestation. Anne fut appelée comme témoin principal. Assise sur le banc des témoins, elle regarda directement Robert, qui évita son regard. Elle témoigna calmement, présentant les faits sans émotion, laissant la vérité parler d'elle-même. Les avocats de la défense tentèrent de la discréditer, soulignant son origine modeste, son manque de diplôme complet, suggérant qu'elle ne pouvait pas réellement comprendre les complexités des finances d'entreprise. Mais chaque fois qu'ils essayaient, Anne répondait avec des connaissances claires et précises, citant des chiffres de mémoire, expliquant des concepts complexes en termes simples. Il était impossible de nier qu'elle savait exactement de quoi elle parlait. Finalement, tous deux furent condamnés. Robert reçut 8 ans de prison, Marcel 6 ans. De plus, ils furent contraints de restituer tous les biens acquis avec l'argent volé et de payer des amendes substantielles. Lorsque la sentence fut lue, Anne ne ressentit ni joie ni satisfaction. Seulement un sentiment de clôture, de justice rendue. 1 an après l'exposition du système, Anne était de retour à l'auditorium d'Horizon Mondial, mais cette fois pour une célébration. L'entreprise non seulement s'était entièrement rétablie, mais elle prospérait. Avec les fonds récupérés et une nouvelle administration transparente, Horizon Mondial avait étendu ses opérations et embauché 100 employés supplémentaires. Les licenciements qui avaient été prévus n'eurent jamais lieu. Anne était diplômée cette semaine-là, et M. Leclerc avait organisé une cérémonie spéciale de reconnaissance. Lorsque son nom fut appelé et qu'elle monta sur scène, l'ovation fut assourdissante. Mais le moment qu'elle apprécia le plus ne fut pas la reconnaissance publique. Ce fut quand elle regarda le premier rang et vit sa mère, Madame Lucie, assise là, souriant, avec des larmes coulant sur son visage. À ses côtés se trouvait Hélène, qui était devenue non seulement une collègue, mais une véritable amie. 3 ans s'écoulèrent. Anne était maintenant directrice financière d'Horizon Mondial, la plus jeune personne à occuper ce poste dans l'histoire de l'entreprise. Elle avait mis en œuvre de nouveaux systèmes de vérification, des protocoles de transparence et des programmes de formation éthique pour tous les employés. Sous sa supervision, l'entreprise était non seulement financièrement sûre, mais était devenue un modèle de gouvernance d'entreprise responsable. Mais ce qu'Anne appréciait le plus n'était pas son titre ou son salaire. C'était de savoir qu'elle avait fait la différence, que 800 familles n'avaient pas perdu leurs moyens de subsistance, que la justice avait prévalu, que faire ce qui est juste, même quand c'est difficile, en valait la peine. Un samedi matin ensoleillé, Anne se trouvait dans un auditorium universitaire, non pas en tant qu'étudiante, mais en tant que conférencière invitée. Elle avait été appelée à parler à une promotion de diplômés en gestion sur l'éthique des affaires et le leadership. Lorsqu'elle monta au pupitre et regarda les jeunes visages remplis d'espoir et d'ambition, elle sourit. « Vous êtes sur le point d'entrer dans le monde de l'entreprise », commença-t-elle. « Certains d'entre vous occuperont rapidement des postes de direction. D'autres commenceront à des postes plus modestes. Mais peu importe où vous commencez, je veux que vous vous souveniez de quelque chose. Votre position ne définit pas votre valeur. Votre titre ne définit pas votre capacité à faire la différence. Ce qui vous définit, ce sont vos choix, surtout quand ces choix sont difficiles. » Elle marqua une pause, laissant ces mots s'installer. « Il y a 3 ans, j'étais une employée de nettoyage qui n'avait pas terminé ses études. Je n'avais ni pouvoir, ni influence, ni rien d'autre qu'une intuition et le courage de parler. Mais ce courage a tout changé.
non seulement pour moi, mais pour des centaines d'autres personnes. Alors je vous le dis, ne sous-estimez jamais le pouvoir de faire ce qui est juste. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de votre propre voix. Les étudiants applaudirent, mais Anne n'avait pas encore terminé. La plus grande leçon que j'ai apprise, continua-t-elle, est que l'intégrité n'est pas quelque chose que l'on a quand c'est pratique. C'est quelque chose que l'on maintient surtout quand c'est incommode, quand cela coûte quelque chose, quand cela vous met en danger, car c'est dans ces moments que la véritable force de caractère est révélée. Après la conférence, plusieurs étudiants s'approchèrent d'Anne avec des questions et des remerciements. Une jeune femme en particulier attira son attention. C'était une fille qui semblait avoir l'âge qu'Anne avait quand tout a commencé, avec des yeux déterminés, mais aussi préoccupés. « Madame Dubois, » dit la fille timidement, « je viens d'une famille modeste. Mes parents sont agents d'entretien. Parfois, je me demande si je peux rivaliser avec les autres étudiants qui viennent de familles plus privilégiées, qui ont des connexions et des ressources que je n'ai pas. » Anne prit les mains de la fille entre les siennes. « Écoutez, » dit-elle fermement, « d'où vous venez ne détermine pas où vous allez. J'étais femme de ménage. Ma mère a eu un AVC et j'ai dû arrêter mes études. Je n'avais ni connexion ni privilège, mais j'avais de la détermination, de l'intégrité et du courage. Et cela a suffi. Plus que suffi. » Elle sourit. « Vous avez tout ce qu'il vous faut en vous. Ne doutez jamais de cela. » La fille partit les larmes, aux yeux, mais souriante. Et Anne sut que son histoire continuerait d'inspirer d'autres, tout comme elle avait été inspirée par ceux qui l'avaient précédée et avaient fait ce qui était juste contre toute attente. Cette nuit-là, Anne était à la maison avec Madame Lucie, qui se déplaçait maintenant dans la maison avec une simple canne légère comme soutien. Elles étaient sur le petit balcon du nouvel appartement qu'Anne avait acheté dans un meilleur quartier, buvant du thé et regardant le coucher de soleil sur Paris. « Es-tu heureuse, ma fille ?» demanda Madame Lucie, sa voix claire et forte. Maintenant. Anne réfléchit à la question. Était-elle heureuse? Elle avait un bon emploi, un salaire confortable, du respect et de la reconnaissance. Sa mère était en bonne santé. Elle avait terminé ses études. Mais plus que tout cela, elle avait quelque chose de plus précieux. Elle avait la certitude d'avoir fait la différence, d'avoir choisi le bon chemin, même quand c'était le plus difficile. « Oui, maman, » répondit Anne finalement. « Je suis très heureuse. Non pas pour l'argent ou le poste, mais parce que je sais que j'ai fait ce qui était juste, et ça, personne ne peut me l'enlever. » Madame Lucie sourit et serra la main de sa fille. « J'ai toujours su que tu étais spéciale. Depuis que tu étais petite, tu as toujours voulu faire ce qui est juste, toujours voulu aider les autres. Je suis si fière de toi. » Et tandis que le soleil se couchait sur la ville, peignant le ciel d'orange et de rose, Anne réfléchit à son parcours. D'une femme de ménage invisible à une cadre respectée, de quelqu'un qui nettoyait les bureaux à quelqu'un qui les administrait. Mais plus important encore, de quelqu'un qui a vu l'injustice et a eu le courage de l'affronter. Son histoire était devenue plus que la sienne. Elle était devenue un symbole que l'intégrité compte, que le courage peut tout changer, que faire ce qui est juste en vaut la peine, même quand cela semble impossible. Et cela, Anne le savait, était la vraie récompense. Pas le million d'euros, pas le titre impressionnant, mais la certitude qu'elle avait utilisé sa voix quand cela importait. Et en faisant cela, elle avait changé non seulement sa vie, mais la vie de centaines d'autres personnes. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire d'Anne, Béatrice a touché vos cœurs et vous a inspiré à ne jamais sous-estimer le pouvoir de faire ce qui est juste. Anne nous a montré que le courage n'a rien à voir avec la position sociale ou le pouvoir, mais avec le choix de défendre la vérité même lorsque tout semble être contre nous. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne et de laisser un pouce bleu sur cette vidéo. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Racontez-nous des moments où vous avez dû avoir le courage de faire ce qui est juste ou laisser simplement un mot de soutien pour d'autres qui pourraient être confrontés à des dilemmes similaires. Chaque jour, nous vous apportons des histoires réelles et inspirantes comme celle-ci, explorant la complexité de la vie, les défis de l'éthique et le pouvoir transformateur de l'intégrité.
Cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. N'oubliez pas, chaque histoire que nous partageons est un rappel que nous avons tous le pouvoir de faire la différence, peu importe qui nous sommes ou d'où nous venons. On se retrouve dans les commentaires et dans la prochaine histoire.